Bonjour, bienvenue parmi nous. Pour cette deuxième session, on a commencé l'an dernier à faire une première rencontre bande dessinée écologie. C'est quelque chose qu'on a réfléchi avec Benoît au cours du confinement. On est tous les deux passionnés de bande dessinée et l'écologie, c'est quelque chose où ça devrait être en chacun de nous et ça devrait être la normalité. Je vais passer le micro à Philippe qui va présenter un peu tout le monde. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci Jérôme, voilà, qui gère le domaine de Kéravel et qui a la délicatesse chaque année de me rappeler pour venir ici dans ce cadre enchanteur en Bretagne à votre rencontre et à la rencontre d'auteurs de talent. Avec nous aujourd'hui, on va partir de là-bas, Inès Léraud. Bienvenue Inès. Laetitia Roussel avec nous aujourd'hui aussi. Et Alessandro Pignocchi, qui nous rejoignent alors pour l'ensemble de leurs ouvrages, mais pour des œuvres que vous avez dû déjà, pour certains d'entre vous, compulser. Algues vertes, l'histoire interdite, Demain dans la terre, ou encore les petits traités d'écologie sauvage de Pignocchi. Alors, on va commencer tout doucement. Ça va être bien sûr un dialogue entre des auteurs qui se connaissent pas forcément, mais qui ont des démarches relativement communes. Mais on va commencer par leurs ouvrages et ensuite on va se laisser glisser tranquillement vers l'écologie et les arts graphiques. Tout d'abord, les algues vertes, Inès, qui concernent vraiment la Bretagne pour la peine. Ça a été une œuvre qui s'est faite sur la longueur. Comment c'est arrivé dans votre vie ? Si on prend le début de mon intérêt pour les enquêtes sur la santé et l'environnement, ça part d'une maladie au sein de ma famille. Une maladie qui a été très longue à diagnostiquer et dont on s'est aperçu qu'elle était liée à une contamination par des métaux lourds. Donc c'est les mercuriens ? Ouais, ça a donné lieu à ma première émission de radio pour France Culture. Et puis après, moi j'ai grandi dans le Maine-et-Loire, ensuite travaillé à Paris, à Radio France. Je suis venue en Bretagne parce que je me suis intéressée aux contaminations des agriculteurs par les insecticides, les pesticides. Qui était un sujet que vous traitiez sur France Culture ou... Aussi, oui. Ouais. Je me suis intéressée à l'affaire Triskalia en Bretagne, du nom de la plus grande coopérative agroalimentaire bretonne où des salariés agricoles avaient été contaminés par des insecticides interdits qui étaient utilisés dans le grain des animaux pour traiter la vermine dans les silos. Dans les silos de grains qui étaient ensuite distribués dans les élevages de la région pour nourrir les animaux. Et puis en fait, c'est en travaillant au long cours sur cette enquête qu'un jour un habitant breton qui s'appelle Gilles Willems, qui avait une petite fille, sa fille à 2-3 ans avait développé une kératite, une irritation assez grave aux yeux. Il avait mis lui aussi longtemps à comprendre ce qu'avait sa fille et il avait découvert en fait qu'elle était qui vivait près des plages recouvertes d'algues vertes et qu'en marchant sur ces algues avec elle, en se promenant, elle étant beaucoup plus proche du sol, elle était plus soumise aux émanations d'hydrogène sulfuré que dégagent les algues en putréfaction. Et il avait constitué tout un dossier en fait sur ce gaz et les dangers représentés par les marées vertes en putréfaction qu'il m'a transmis un jour à la sortie d'une rencontre publique. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce dossier que je ne connaissais pas du tout en fait. Mais les algues vertes, l'augmentation du nitrate dans les eaux de côte, c'est un dossier qui date pas des années 90 ou même des années 80, ça date de très longtemps, ça existe depuis longtemps. Alors l'algue verte en elle-même, elle existe depuis la nuit des temps. Oui, la laitue de mer. Et elle est comestible, c'est délicieux quand on l'accueille sur le rocher, quand elle est encore accrochée, on peut en faire des tartares. Super bon, mais la marée verte, donc la prolifération des algues vertes, ça date de la fin des années 60, peu de temps après l'instauration de l'agriculture intensive en France et notamment en Bretagne. Et donc, à la fois de l'utilisation de l'ammonitrate, des engrais de synthèse, et puis aussi l'augmentation de la concentration animale, qui fait que sur 5% la surface agricole utile, c'est la surface de la Bretagne, on a plus de 40% des animaux d'élevage français qui sont sur cette surface-là et qui produisent des déjections. Et ces déjections, elles sont épandues sur les sols. Et tout ça, ça fait beaucoup d'azote et puis de nitrates qui sont épandus sur les sols, qui servent d'engrais et en fait qui partent avec le lessivage des terres par les pluies. Ces engrais
partent dans les cours d'eau et puis rejoignent en fait le littoral, où là, ils vont faire pousser les algues comme ils font pousser les plantes sur la terre, quoi. Alors, votre enquête, elle commence avec ce dossier, et plus vous allez avancer, et plus vous allez rencontrer des oppositions, du déni, des contradictions. En fait, cette enquête, je commence à la réaliser pour France Culture et France Inter en 2015-2016. Et puis après, je vais commencer à l'adapter en bande dessinée pour La Revue Dessinée, d'abord, qui est un trimestriel d'investigation en bande dessinée. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je réadapte ce travail dans un nouveau format, donc là je passe de la radio à la bande dessinée, ça me permet de creuser davantage certains angles, et au fur et à mesure du temps, je vais découvrir à quel point, en fait, il y a eu une fabrique de la désinformation, notamment en Bretagne, notamment par certains scientifiques qui sont très écoutés dans les lycées agricoles, dans la presse agricole, dont la parole est largement diffusée, et qui ont créé des vérités alternatives, en fait, pour dire que ces algues vertes, elles étaient nées du fait que les marées noires avaient détruit les bigorneaux. Les bigorneaux étaient la principale population brouteuse d'algues vertes. Donc, du fait de leur disparition, il y avait plus d'algues vertes. Qu'on fabriquait des histoires, des fictions, pour dire que les algues vertes ne proviennent pas de l'agriculture et les algues vertes ne tuent pas. Voilà. Oui, on avait aussi ce détournement vers les phosphates et vers les eaux usées des habitants, et qu'en fait, c'était les habitants qui polluaient le littoral, basta. Voilà, alors que c'est pas faux, en fait, mais si vous voulez, le nombre, il y a déjà 3 fois plus de cochons en Bretagne que d'habitants, et après, sans compter tous les autres animaux. Donc, en fait, aujourd'hui, les scientifiques des organismes publics, comme le CNRS, l'INRA et l'IFREMER, disent que l'origine agricole des algues vertes, les algues vertes sont formées à 90% par les effluents d'élevage. Et donc, on peut imaginer que l'activité humaine est responsable que de 10%, quoi. Enfin, les stations d'épuration des villes, etc., ne sont responsables que d'une petite partie des algues vertes. Dans le dossier, on voit que l'IFREMER n'est pas du tout écouté. Ouais, non, pas du tout écouté, et notamment pas par les services de l'État qui avaient comme projet, parce que l'IFREMER a alerté sur la provenance des algues vertes dès les années 70. Et puis en fait, n'a jamais été écouté. Dans les années 80, Alain Ménez-Gouin, qu'on a dessiné, raconte encore ces nouvelles recherches, et il fait des réunions avec la préfecture de région, avec des représentants de l'État qui lui disent « Non, mais on ne peut pas écouter ce que vous dites. Aujourd'hui, les impératifs sont ceux de l'intensification de l'agriculture pour conquérir des marchés mondiaux. Donc, on ne peut pas rendre public, en fait, vos données, quoi. » Mais effectivement, c'est très impressionnant comme... une région, et puis même voir une nation, parce que moi, à l'époque, quand j'avais entendu parler pour la première fois des algues vertes, je croyais vraiment que c'était un délire des écolos de dire que ça pouvait tuer des sangliers, etc. La puissance des récits de déni avait gagné une grande partie de la population, quoi. Et en Bretagne, moi, quand je suis arrivée dans les années 2015-2016, alors que le premier mort date de 89 et qu'il y avait déjà eu un urgentiste qui avait établi le fait que c'était lié aux algues vertes, je connaissais personne qui était au courant de ça, quoi. Y compris les gens qui habitaient dans les lieux où des humains ou des animaux étaient morts. Ils n'étaient pas du tout au courant du fait qu'il pouvait y avoir un lien entre les marées vertes et une mortalité. Ouais, d'autant qu'il n'y avait pas de lisibilité ou de lien. On imagine par exemple que des gens dans les algues vertes auraient pu dériver au large et revenir, et qu'on considère qu'ils se sont noyés, par exemple. C'est aussi une possibilité. Le fait qu'il y aurait eu tout un tas de morts dont on n'aurait pas entendu parler. En tout cas, l'urgentiste, lui, arrive à faire le lien entre une histoire qu'il avait entendue à un autre moment et le cavalier, son cheval. Ouais, l'urgentiste, il est très très fort, quoi. Lui connaît la côte bretonne par cœur. Ses parents, ils étaient marchands de poissons, pêcheurs et marchands de poissons ambulants. Donc il a suivi ses parents tout petit. Il a en plus de ses connaissances médicales, il a une expérience sensible d'observation de la côte, d'observation de l'arrivée de ces marées vertes, de l'odeur qu'elles dégagent. Enfin, du coup, il analyse ce gaz aussi, son odeur d'œuf pourri. Il comprend que c'est un gaz très toxique. Et lui, il se trouve qu'il est urgentiste à Lannion, et en baie de Lannion, à Saint-Michel-en-Grève, c'est là qu'il va y avoir le plus de morts. Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est ce que vous dites, c'est qu'en fait, on ne sait pas si c'est là qu'il y a le plus de morts parce qu'il y avait cet urgentiste sur place, et parce que lui, alors que ses collègues disaient non, lui, il a fait une crise d'hypoglycémie, ce jogger, c'est pour ça qu'il est mort. Lui, il a fait des seconds diagnostics en disant mais non, mais c'est peut-être pas du tout ça. Regardez, il était englué dans cette masse d'algues vertes
à l'odeur très nauséabonde, ça peut peut-être être lié au gaz. Enfin, voilà, il a eu toute une démarche. Et on peut estimer que s'il y avait eu d'autres personnes comme lui sur le littoral breton, on aurait eu connaissance d'autres morts des algues vertes, en fait. On va passer à Laetitia, parce que vous évoquez le déni, les oppositions, ce genre de choses qui se font sur place. Laetitia, Demain dans la Terre, c'est l'histoire d'une transition, une famille imaginée sur la base de tout un tas de familles connues. Vous avez fait une espèce de patchwork. Et donc, l'histoire de cette famille avec cet homme, agriculteur, qui, ayant conscience de son obligation de transition, va petit à petit évoluer, mais c'est extrêmement difficile. Ouais. Alors, je précise que moi, je suis au dessin et au co-scénario et que j'ai travaillé avec Jacques Capla, qui est agronome. Parce que j'aurais jamais pu faire ça sans lui. C'est la rencontre avec Jacques Capla qui a entraîné le projet. Peut-être, vous pourriez évoquer qui est Jacques Capla, avec qui vous avez travaillé. Alors, Jacques, il est agronome, il est anthropologue aussi, depuis peu. Et il a écrit plein d'essais en fait sur l'agriculture, et notamment, donc il y en a un qui s'appelle Changeons d'agriculture et l'autre qui s'appelle L'agriculture bio pour nourrir l'humanité, démonstration. Donc c'est des bouquins, le deuxième là que je viens de citer est assez épais, donc l'idée c'était de rendre accessibles les propos de Jacques Capla dans ses essais à travers un support bande dessinée. C'était sortir du réductionnisme scientifique. Oui, ça c'est ce qu'il explique dans ses conférences notamment, et ce qu'on a repris dans le livre. Et du coup, vous voulez que je vous raconte comment on s'est rencontrés, etc. La rencontre, quelle vibration vous avez eue avec vous pour rentrer dans cette démarche ? Oui. C'est un peu comme Inès, quoi. Ça fait longtemps, en fait. Voilà, moi, je connais des maraîchers bio depuis une vingtaine d'années. C'est eux qui m'ont initiée à ce monde-là. J'ai travaillé avec eux aussi. Et j'ai un peu laissé ce thème-là de côté parce que pour moi, il n'y avait pas franchement un support à faire une bande dessinée, même si c'était mon médium favori. Mais j'y suis revenue parce que je suis miraculeusement, entre guillemets, tombée enceinte. Ce qui n'était pas du tout prévu, ce qui n'aurait pas dû marcher en fait. Mais ça, voilà, et j'ai eu un gros réveil en fait de responsabilité en fait. Maintenant, donc j'attends un enfant. J'étais déjà tata, mais c'était pas la même chose quoi. Donc j'attends un enfant, voilà. Dans quel monde il ou elle va grandir. Et j'ai eu besoin de lire des ouvrages en fait qui étaient porteurs d'espoir, voilà. Et j'ai trouvé ça dans les écrits de Jacques parce qu'il n'a pas d'approche frontale en fait, il n'est pas clivant dans ses propos. Et je comprends qu'on puisse l'être, hein, c'est pas du tout un problème, mais moi c'est la lecture dont j'avais besoin à ce moment-là. Et comme cette lecture-là m'a touchée en fait, malgré que ce soit des essais assez techniques, je me suis dit il faut que ce soit accessible à plus de lecteurs et de lectrices. Et d'où l'idée d'aller le rencontrer. Alors c'est presque un voisin, il est à peine 1 heure de là où je suis. Et donc je me suis dit que c'était aussi un signe qu'il soit si près. Et il était tout de suite partant parce qu'en fait il connaît déjà l'univers de la bande dessinée et il connaissait un petit peu mon travail. Et donc voilà, il a tout de suite dit oui. Il fait aussi, enfin en tout cas c'est ce que vous illustrez dans Les Demain dans la Terre, il fait des conférences dessinées. Il les fait vraiment ces conférences ? Non, ça c'était pour vendre la conférence dessinée derrière. C'est dommage, en fait. Elle était chouette, elle était super chouette. On va la faire. Il y avait une représentation assez, à la portée de tout le monde, du monde, des différentes, où il dit il n'y a pas une agriculture en fait, il n'y a pas une façon de faire, il y a tout un tas de façons de faire. Celle qu'il a emportée, c'est l'agriculture du Moyen-Orient. Ici, ouais, enfin en Europe, ouais. Mais, oui, et puis qui s'est exportée partout dans le monde. Mais donc il évoque la possibilité de revenir vers quelque chose de plus riche, de plus réjouissant, de plus frais et de surtout qui continue d'entretenir la nature et de nous donner à manger demain. Ouais, l'idée de réjouissance, elle est importante, oui. Ouais, de joie. Ouais. Voilà. Mais justement, les Demain dans la Terre, il y a ce côté réjouissant parce que, en synthèse, hein, pour mettre juste le pied à l'étrier, cet homme il n'a pas envie de changer d'agriculture. Elle, qui est enceinte, justement, peut-être qu'il y a un petit peu de vous là-dedans. Elle lit Jacques Capla, elle dit « Ah, quand même, tu sais, c'est intéressant, tu pourrais ralentir et tout. Peut-être qu'il y aurait des possibilités de changer de structure, de voir les choses différemment. » Et il va mettre énormément de temps.
Et vous allez évoquer d'ailleurs toutes les difficultés qu'un agriculteur traditionnel a à aller vers quelque chose de plus naturel. C'est très compliqué. D'ailleurs, l'ouvrage est technique en ce sens. Parce qu'il y a toute la deuxième partie aussi qui évoque toutes les possibilités qu'il y a d'aller vers autre chose. Oui, il y a une vraie volonté de mettre quand même une bonne partie technique. On voulait conserver le succès d'année des livres de Jacques. Mais c'est d'abord un récit documenté. Voilà. La volonté, c'était d'emporter le lecteur et les lectrices dans le récit et de lui apporter quand même des connaissances techniques. Et après, sur la temporalité, effectivement, il y a 8 ans qui se passent entre le début de la bande dessinée où on voit que la femme attend un enfant et le vrai déclic en fait, de l'agriculteur qui se dit voilà, c'est bon, il y a plusieurs gouttes d'eau qui font déborder le vase et là, il décide d'opérer une transition. Et en fait, dans les faits, ça se passe souvent comme ça. Et dans les faits, c'est souvent les conjointes, quand c'est des agriculteurs, qui impulsent les choses. Et ça, c'est assez basé sur le réel parce que Jacques, il s'est longtemps occupé des transitions en agriculture. Donc, il a côtoyé énormément de gens qui faisaient des transitions, en fait, ou des conversions. Enfin, transition, c'est mieux. Alors, on reviendra aussi sur votre ouvrage. Mais Alessandro, vous alliez écrire. Dommage, j'avais des questions à poser. Voilà, alors, en lisant vos ouvrages, je voyais une actualité, on va dire, un work in progress autour de l'algue verte et qui continue aujourd'hui d'être un travail parce qu'aujourd'hui, on a toujours ce problème. On a cette transition vers d'une agriculture productiviste vers une agriculture bio. D'ailleurs, on reviendra sur la définition de ce qu'est une agriculture bio, c'est-à-dire quel champ, quelle graine, quel environnement, etc. etc. Et puis, Alessandro, vous êtes un poète du sauvage. Non, mais quand j'ai regardé votre parcours, déjà les. Il y a pire, tu trouves? Il y a quoi de pire que Non, c'est pas bien, c'était péjoratif en fait. Non, parce que il y a les petits traités d'écologie sauvage, c'est comme ça que j'ai découvert Alessandro, mais il y a aussi les ouvrages sur les Givaro, les ouvrages sur la ZAD. Du coup, je me suis renseigné sur votre passage dans ces deux univers. Déjà, vous êtes diplômé, c'est en philosophie de l'art et en sciences cognitives. Déjà, ça commence comme ça. Et comment ensuite vous orientez vers les Givaro? C'est la lecture des textes de Philippe Descola, qui est donc, je ne sais pas si, dans quelle mesure il est connu ici. Je vais quand même revenir en 2 mots dessus. J'étais passionné d'ornithologie très jeune. Je m'étais toujours dit passionné de nature. Ça, c'était l'usage d'un terme qui allait complètement de soi. Les perspectives d'engagement politique dans ce domaine me semblaient extrêmement claires. Il fallait protéger la nature, quoi. Et donc, je suis tombé sur les livres de Descola qui m'ont touché par ailleurs parce que j'avais déjà passé du temps dans des communautés amazoniennes plus jeunes, mais sans aucune curiosité anthropologique. Ah oui. Aucune. Mais à quelle occasion comment Parce que j'étais ornithologue amateur, vraiment à la frontière du pathologique, et donc j'étais allé en Amazonie voir les oiseaux. Il se trouve que pour aller en Amazonie, assez vite, une des seules façons d'y rester un peu longtemps, c'est de d'aller dans des communautés indiennes. Mais la fréquentation, alors je ne vais pas dire que je considérais la fréquentation des Indiens comme un mal nécessaire, mais c'était pas loin, quoi. C'est-à-dire que je piochais quelques anecdotes tropicales et exotiques à raconter aux potes en rentrant, mais vraiment, j'avais aucune curiosité. Ensuite, c'était vraiment que pour voir les oiseaux. J'étais vraiment intégriste de l'ornithologie, quoi. Et l'adolescence venant, la passion pour les oiseaux a petit à petit été supplantée par une passion pour les drogues hallucinogènes. Et donc, c'est pour ça que je continuais à fréquenter les Indiens, mais toujours en me désintéressant d'eux complètement. C'était thérapeutique, purement. C'était purement thérapeutique. Et ensuite, donc, on m'a mis entre les mains Les Lances du Crépuscule de Philippe Descola. Et c'était c'était chez les Atchueurs, moi j'étais chez les Chueurs pour me droguer avec mes crétins de potes, mais c'était ces deux ethnies proches. Et je me suis vraiment senti minable d'être allé dans ces endroits en passant complètement à côté du monde que j'avais eu sous les yeux. Et parce qu'il se trouve que c'est des rapports au monde qui sont extrêmement discrets. Enfin, ça vous explose pas au visage, la particularité des façons d'être au monde des Indiens d'Amazonie. Et notamment pour quelqu'un qui avait fréquenté l'Amazonie et qui s'était toujours dit passionné de nature, lire sous la plume de Philippe Descola, donc un anthropologue, qu'en Amazonie, il n'y a pas de concept de nature, qu'en fait, il n'y a un concept de nature qu'en Occident et qu'il est apparu relativement récemment, et qu'à l'échelle de l'histoire des sociétés humaines, faire une distinction entre nature et culture est vraiment une étrangeté qui nous est propre, quoi.
et que pour les Givaro que j'avais fréquentés, mais alors sans absolument percuter ça, les plantes, les animaux, les phénomènes, les milieux de vie ne sont pas rejetés dans une sphère autonome à l'écart des activités culturelles, ne sont pas massivement renvoyés dans la catégorie des objets qu'on exploite ou qu'on protège, comme c'est le cas chez nous, mais intégrés aux interactions sociales des collectifs humains, quoi. C'est-à-dire que si chez nous, les deux modes de relation qu'on peut entretenir avec les plantes et les animaux et les milieux de vie, c'est soit l'exploitation, soit la protection, qu'on considère être comme que je pensais être vraiment les deux opposés sur le spectre des possibles, s'avérait en fait être les deux facettes très complémentaires d'une même médaille. Et il était possible, les textes de Descola te permettent de mettre cette médaille à distance et de voir qu'il y a un ailleurs de cette dichotomie-là entre protection et exploitation, et que les Givaro, par exemple, mais encore une fois, tous les autres peuples qui nous ont précédés et ceux qui occupent encore péniblement les interstices du capitalisme aujourd'hui, ont des modes de relation infiniment plus riches que les nôtres avec plantes, animaux et milieux de vie, puisque au lieu de les objectifier, donc d'être dans un rapport utilitariste avec eux, ils ont des relations sociales qui donc se colorent de toute la palette des émotions sociales, l'empathie, et les modes de relation touchent à la négociation, à la séduction, au conflit d'usage, évidemment. Mais en tout cas, et du coup, pour quelqu'un qui s'était toujours dit passionné de nature, c'est un choc qui est assez vertigineux, quoi. Et ensuite, tout ce que j'ai fait en BD est que des espèces de notes de bas de page pour tirer des conséquences de ce choc-là, quoi. Et parce que, évidemment, là, on n'est plus dans les perspectives d'écologie politique que ça ouvre sont beaucoup plus joyeuses. Et là, je vais me raccrocher à ce que tu as dit sur l'importance de parler de joie et des affects positifs que peut produire une conversion vers une autre forme d'agriculture, par exemple. Je ne sais pas si c'est exactement ce que tu as dit, mais il m'a semblé entendre que c'était important de parler de la mise en mouvement écologiste, pas seulement en se basant sur des affects négatifs d'éco-anxiété ou de peur de la catastrophe, mais aussi sur des affects beaucoup plus positifs et constructifs. En fait, ce qui reviendrait à dire que, quand bien même il n'y aurait pas de crise du tout, ça vaut quand même le coup de transformer nos pratiques, parce que ça recèle potentiellement un rapport au monde qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus porteur de joie, beaucoup plus dense que celui qu'on a là. Et donc voilà, pardon, je finis. Non, mais c'était très bien, Alessandro. Mais donc ça, c'est le point de départ. Vraiment, c'est le vertige intellectuel qu'on ressent face à cette idée que la distinction nature-culture, non seulement n'a rien d'universel, que c'est une façon d'être au monde extrêmement particulière, que sans doute on est dans une période historique où il s'agirait de la dépasser, et ça ouvre vraiment des possibilités dans toutes les directions. Et il y a donc, que tu as évoqué, mon passage sur la ZAD, qui est l'endroit où j'ai trouvé, en tout cas près de chez nous, la concrétisation de ce dépassement de la distinction nature-culture le plus dense et vraiment mise en acte, quoi. Et le dernier livre qu'on sort, donc coécrit avec Philippe Descola, c'est une volonté de tirer les conséquences politiques de cette idée-là, quoi. Justement, dans les deux mains dans la terre, un des aspects qui m'a touché, c'est la joie que cet agriculteur va avoir d'avoir une autre façon d'envisager sa terre, son élevage, les animaux, les prairies, temple de la biodiversité, et même le rapport à sa fille. Enfin, ça devient tellement autre chose et une autre vie. Il y a tellement de joie. Alors, puisqu'on est sur la joie, Inès, ton enquête, je veux dire, comment est-ce que tu as pu continuer d'être dans la joie et la pugnacité ? Curieusement, après cette enquête, j'ai reçu beaucoup de retours de gens qui me disaient « mais ça me donne envie de m'investir, de m'impliquer ». Et je pense que j'ai tiré les leçons de mes enquêtes radio, où en fait, je travaillais pour des rédactions journalistiques, où en général, en fait, il y a une ligne éditoriale assez restreinte. Et en général, il n'est pas très bien vu, en tout cas, il y a quelques années encore, de montrer une proximité en tant que journaliste avec des associations, par exemple. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'on perd sa neutralité, la fameuse neutralité journalistique. Et en fait, à l'issue de mes enquêtes radio, j'avais eu notamment Yves-Marie Lelay, qui a monté l'association Sauvegarde du Trégor à Loquirec, dans le Finistère, qui m'avait dit elles sont bien tes enquêtes radio, mais en fait, on dirait qu'il n'y a personne qui se bat. Et là, ce qui a vraiment été ce qui a soutenu le récit, c'est
on s'est basé sur les personnes. On a incarné un peu cette lutte à travers des habitants qui mènent des luttes de longue haleine, comme cet urgentiste Pierre Philippe, mais aussi des militants associatifs à la retraite. Celui qui se fait attaquer directement devant chez lui, que ce soit André Olivreau, voilà, des balles de fumier, de la paille ou Marie Lelay et d'autres. Et je pense que cette lutte, elle soit incarnée par des habitants d'ici, et puis qu'on montre que oui, depuis longtemps, il y a des gens qui ont monté des associations, qui ont accumulé des connaissances et qui réfléchissent à d'autres possibles. Ça a donné peut-être, même si ce qu'on reçoit en la lisant, c'est avant tout une investigation dure, un peu violente, ça donne quand même, c'est assez énergisant, je pense, de lire cette enquête. En fait, je pense que ça rejoint un peu ce que dit Alessandro, c'est que derrière tout ce travail, radio et puis BD, il y a mon installation en Bretagne, plus particulièrement en centre-Bretagne, dans un territoire très sinistré, très pauvre, où il n'y a plus de services publics, il n'y a pas de transport en commun. Et en fait, il y a l'appétit que les gens ont eu pour mon travail et comment ils y ont accordé une grande importance. Ils ont commencé à me donner des informations, ils m'ont proposé leurs témoignages, anonymes ou non. Et comment, en fait, alors que moi, j'avais exercé mon métier qu'à Paris, j'ai enfin trouvé du sens à mon métier. Et j'ai compris que ce métier de journaliste, alors que, en fait, j'avais jamais voulu faire journaliste et j'ai un peu atterri par hasard dans cette profession sans avoir étudié le journalisme et tout ça. J'ai compris que c'était vital pour vivre en communauté et que c'était un métier qui avait autant d'importance que d'être agriculteur ou boulanger, artisan, prof ou soignant. Et ça, je l'ai compris en vivant sur ces territoires. Et c'est vraiment, au fur et à mesure des années, poussé par les habitants, que j'ai pu trouver la force de faire ce travail et des ressources, parce qu'ils étaient toujours là, mais tu peux aller plus loin, il y a beaucoup plus de choses à dénoncer. Et ça a été joyeux pour moi de trouver une place, en fait, dans un territoire et une vraie utilité. Et puis, en fait, avec mon métier, de trouver une manière de vivre avec les gens qui m'entouraient et que mon travail trouve une place, en fait, dans ce pays, quoi. Un travail qui se veut militant. Parce que, dans tes études, tu n'avais pas fait un travail sur la philosophie de la science dans le monde moderne ou quelque chose comme ça? Moi, j'ai voulu arrêter le journalisme, j'ai repris des études de philosophie et je m'étais beaucoup impliquée dans une association qui s'appelle Henri Pézra, Travail, Santé, Environnement, et qui est une association qui travaille de manière... dans des usines en France, et qui essaie en discutant avec des ouvriers, de comprendre quelle est la nature des maladies professionnelles. Ouais, des maladies professionnelles qu'ils subissent et de leur donner, de les outiller, oui, scientifiquement. Ça paraît dingue. Sur les algues vertes, les mecs, ils ont même pas un masque à gaz. Les ouvriers du ramassage. Voilà. Et effectivement, mourir au travail, mourir à l'usine, c'est pas anodin. Mais en tout cas, on donne pas les moyens à des gens qui travaillent avec des matières dangereuses de survivre, quoi. En tout cas, sur le long terme. Donc, avec l'amiante. Henri Pézra. C'est ça. Voilà. Du coup, j'ai repris des études de philosophie, puis j'ai essayé de comprendre un peu l'œuvre d'Henri Pézra qui était mort sans laisser de traces, vraiment, qui n'avait pas écrit de livre et tout ça. J'ai essayé un peu de comprendre la nature de son œuvre, qui avait été de mettre en relation le travail des ouvriers avec ce que vit la population générale. Parce que les ouvriers sont les personnes les plus exposées, en fait, aux produits chimiques, puisqu'ils les produisent dans les usines. Et ce qu'on voit, c'est que les agriculteurs aussi. C'est-à-dire qu'ils déversent eux-mêmes ce qui va entraîner leur propre mort. Enfin, c'est un peu caricatural et raccourci, mais... Du coup, je pense que j'ai essayé de mettre en lien, à travers les enquêtes, le prolétariat, l'environnement, les habitants, ce qu'on mange. J'ai essayé de comprendre comment tout ça était en lien. Mais apparemment, c'est en lien, parce que vous avez tous les trois des univers très riches qui sont sur l'écologie, mais sur les combats sociaux de façon générale. Parce que Laetitia, tu disais, moi, oui, Les Deux Mains dans la Terre, effectivement, est un ouvrage d'écologie. Avant, j'étais pas du tout là-dedans, mais il y a eu les femmes de Roscoff, de Plogoff. De Plogoff, pardon. Vous avez noté que j'étais pas breton et que chaque fois qu'il y a Goff, donc il y a le militantisme sur le monde ouvrier, le monde des femmes, le féminisme, avec. Ouais. Après, pour en revenir, mais ça rejoint ce que disait aussi Inès Léraud, mais il y a un gros ressort de joie, je pense, dans tous les secteurs, c'est le désir d'autonomie, parce que la
prolétarisation, a priori, c'est un peu ça, c'est perdre de l'autonomie, en fait. Et en fait, dans Demain dans la Terre, j'avais dit à Jacques, moi, j'ai pas envie que le déclic, ce soit, je sais pas, la voisine qui vient gueuler parce qu'il y a son voisin qui traite ou j'en sais rien. Je l'ai fait, hein, j'ai sauté dans les tracteurs. Je l'ai fait, et c'est normal qu'on ait envie de le faire. Mais je me suis dit, non, on va trouver un truc plus rassembleur quelque part, et j'ai l'impression que ça touche tous les secteurs, c'est ce désir d'autonomie. Et quand on se réapproprie en fait ces outils et un certain savoir-faire, et même des connaissances, parce que c'est pas simplement des savoir-faire, et c'est un vrai facteur de joie, quoi. L'autonomie, c'est d'abord l'autonomie matérielle. Et, oui. Effectivement, c'est le point. On est arrivé tout de suite au point central du truc. C'est le même. Nous, tout ce qu'on raconte sur dépasser la distinction nature-culture pour aller vers une façon de se rapporter aux plantes, aux animaux et aux milieux de vie qui soit subjectivante, où on leur prête une intériorité, parce que c'est ça la porte d'entrée qu'on choisit avec Descola, vu que c'est de là qu'on vient, pour parler des problèmes du monde, en gros, mais qui sont une grosse pelote et on peut tirer sur plein de fils différents. Donc c'est ça la porte d'entrée qu'on prend, en disant que tant pour envisager une sortie de la crise écologique que pour aller de toute façon vers un monde plus joyeux, plus dense dans notre façon de nous rapporter aux autres, aux non-humains, on doit rentrer dans une dynamique subjectivante, tendre vers des institutions qui nous incitent à leur prêter, à tenir compte spontanément des intérêts, de la perspective sur le monde et des désirs, de l'intériorité des non-humains. Mais tout ça n'est possible qu'en retrouvant des formes d'autonomie matérielle et politique. C'est vraiment la clé du truc. Et c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est le rouage premier du capitalisme, c'est de briser les autonomies matérielles de la population. C'est ça la prolétarisation. C'est que pour que la bourgeoisie puisse déléguer tout ce qu'elle veut pas faire elle-même et faire toutes les tâches ingrates à des prolétaires, il faut évidemment un marché du travail, mais surtout, il faut que ce marché du travail soit alimenté par une masse toujours plus grande et désespérée de prolétaires. Et plus le prolétaire est désespéré, plus la classe bourgeoise se sent libre et en mesure de faire n'importe quoi aux gens dont elle achète la force de travail. Donc c'est vraiment, on tombe très vite, même quand on rentre là-dedans, dans l'état du monde par la porte d'anthropologie de la nature, distinction nature-culture, etc., on tombe tout de suite sur la question de l'autonomie matérielle, matérielle et politique, avec un enjeu, là je fais référence pour le coup, tout ça est très bien raconté dans Terre et Liberté d'Aurélien Berland, où il raconte que longtemps les intellectuels, même progressistes à vocation émancipatrice, trouvaient que c'était dommage le désintérêt de la population pour les affaires politiques et que ça serait bien effectivement un système démocratique où les gens puissent participer aux affaires de la cité. Par contre, jusqu'à assez récemment, pouvoir se défaire des tâches matérielles, c'était quand même une perspective qui semblait désirable, quoi. Et c'est ça le renversement qui est en train d'essayer de s'opérer aujourd'hui, c'est de dire non, mais un monde avec un travail dédivisé où il n'y aura plus sans doute d'intellectuels professionnels qui peuvent passer leur vie à faire des reportages sur l'écologie, mais participer au moins un petit peu à des tâches de subsistance, maraîchère, élevage, etc. C'est quelque chose de désirable en soi, quoi. Et là, c'est ça le propos un peu de notre dernier livre avec Descola, c'est que c'est de dire cette idée comme quoi il faudrait subjectiver les non-humains, changer notre relation objectifiante à eux, c'est une idée qui devient presque à la mode. Enfin, c'est une mode encore relativement discrète, mais en tout cas, c'est une idée qui travaille les sensibilités à bas bruit. Il y a de plus en plus de gens, il y a une vague éditoriale énorme autour de cette question de renouer avec le vivant, pister les animaux, penser comme des arbres, etc. C'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens, mais notamment à la bourgeoisie, mais les conséquences en sont pas tirées, quoi. C'est-à-dire que institutionnellement, on va pas pouvoir subjectiver les non-humains tant qu'on reste dans des structures dominées par les lois de l'économie qui sont par essence une force objectifiante, quoi. Qu'il y a une incompatibilité entre eux. Donc j'ai rebondi furieusement sur le terme d'autonomie, mais on touche vraiment tout de suite au nœud du problème, quoi. Mais c'est là où mon propos n'était pas tout à fait clair. Ce que je voulais dire, c'est qu'en enlevant la mécanisation, il reprenait du temps avec ses mains pour mettre dans la terre et il vivait des émotions qui étaient différentes. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie des Deux mains dans la terre, changer une transition agroécologique, il y a tout un tas de données, moi, qui m'ont fasciné, notamment comment
en fait, si on est objectif et qu'on utilise le bon protocole, on s'aperçoit que l'agriculture biologique est évidemment, de toute façon, plus productive et surtout plus intéressante. Il faut changer. Alors justement, puisque on évoque toute cette joie et cet espoir, non, plutôt que d'être en contestation ou en confrontation, comme tu l'as été bien longtemps avec ces espèces de titans qu'on n'arrivera pas à déloger et qui sont assistés par l'exécutif. Et qui sont assistés par l'exécutif. Il y a tout un tas d'initiatives au niveau des citoyens, des hommes qui se mettent en place. Alessandro, toi, tu es toujours au contact. Tu as été dans la ZAD déjà, et puis tu as aussi le... J'y suis encore, mais c'est même... Tu es encore dans la ZAD? Je suis encore sur une partie de mon temps, j'y habite pas à temps plein, mais je suis encore sur la ZAD de Notre-Dame. Je passe encore une bonne partie de mon temps sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Oui, c'est en tout cas en France, c'est l'endroit où tout ce qu'on est en train de se raconter là prend la réalité la plus concrète. Moi, ça a été ça le choc que ça m'a fait. C'est vraiment que des idées que je travaillais de façon relativement abstraite depuis longtemps prenaient d'un coup une réalité vécue extrêmement concrète. Et c'est un peu l'effet que produit la ZAD à une bonne partie des gens qui passent, et notamment les gens qui, comme moi, font partie de classes qui avaient été relativement épargnées jusque-là, quoi. Et ça, c'est ce que disent tous les écrivains transfuges de classe, par exemple Annie Arnaud, Édouard Louis ou Didier Ribon, qui racontent très bien que pour les classes populaires, la politique, c'est depuis la tendre enfance de la vie vécue, quoi. C'est-à-dire un petit changement dans le fonctionnement des subventions, de l'imposition, etc. Ça peut vouloir dire des pâtes à partir du 20 du mois, un week-end de moins ou de plus à la mer dans l'année. Et c'est vraiment la politique, c'est vraiment immédiatement connecté à de la réalité très charnelle, quoi. Tandis que pour les classes plus épargnées dont je faisais partie, ça peut rester assez longtemps planer dans le registre du discours. On s'indigne, on est révolté, on a notre sens de la justice qui est malmené, mais on reste dans un domaine relativement abstrait, quoi. Et quand tu arrives sur la ZAD, toutes ces idées abstraites prennent vraiment une réalité vécue. Alors le fait que j'y sois allé complètement par hasard, que je sois arrivé sur la ZAD un mois avant l'opération d'expulsion de 2018, évidemment, quand tu découvres un monde complètement émerveillé en disant mais c'est incroyable, tenir compte des intérêts des non-humains ici, c'est complètement spontané, les décisions liées à la subsistance, à l'autonomie matérielle ne sont plus, ou réussissent à échapper aux lois de l'économie pour dépendre de ce qu'on désigne collectivement comme désirable. C'est exactement dans ce sens-là qu'il faut aller. On découvre tout ça avec émerveillement, et il y a 2500 flics et blindés qui viennent saccager tout ça. C'est sûr que ça rend toute chose moins rhétorique, quoi. D'un coup, tout ça devient extrêmement réel, et c'est vraiment une école de politisation extrêmement efficace. Et oui, du coup, je continue. Ça serait absurde de ne pas y être, quoi. C'est vraiment c'est minuscule, mais c'est quand même l'ébauche d'un monde, et qui nous donne en acte le genre d'organisation communaliste qui pourrait petit à petit, c'est l'hypothèse qu'on défend, miter le territoire et servir de contrepoint à l'État et à la sphère économique, quoi. Et Inès, durant ton enquête, tu as rencontré aussi, alors peut-être pas des gens qui vont aussi loin dans la démarche que la ZAD, mais tu as rencontré des associations locales, des gens très investis, Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que la ZAD. Je pense que, par exemple, le Kreisbreizh, le Centre Bretagne, c'est un endroit comme ça où finalement, qui a un peu échappé, par exemple, au remembrement, où il reste une forme de culture paysanne très forte. D'ailleurs, ça, c'est étonnant. Pardon, il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits, en fait. Sur la ZAD, mais effectivement. Ouais, et il y a plein de ZAD aussi, en plus. Il n'y a pas que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mais cet endroit-là, moi, je pense que j'ai vécu le même choc qu'Alessandro. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ça me rappelle ce que dit Alessandro, d'avoir atterri un peu par hasard chez des amis dans cet endroit où il n'y a pas de panneaux publicitaires, où il n'y a pas de bande blanche au milieu des routes, où il n'y a pas de grandes maisons, où les gens, ils ont que des vieilles bagnoles pourries. Et on a l'impression que c'est un endroit qui est un peu en dehors du monde économique, où il y a beaucoup d'entraide. Et les habitants sont très mobilisés en fait, dans les conseils municipaux, dans le milieu associatif pour faire vivre ce territoire. En fait, quand on est très peu d'habitants, il n'y a pas de scission entre les agriculteurs intensifs et les agriculteurs un peu alternatifs. Et puis même, on s'aperçoit qu'en fait, les agriculteurs intensifs, comme c'est un peu raconté dans le livre « Reprendre la terre aux machines »,
c'est des agriculteurs historiques, c'est-à-dire que souvent, c'est ceux qui avaient leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs, donc ils sont encore dépositaires de cette connaissance, de la manière dont on faisait de l'agriculture avant les grands changements des années 60. Et du coup, c'est une expérience... j'y suis depuis 2015, et pourtant, j'ai toujours du mal à bien... décrire ce qu'il y a de si frappant, mais pour moi je vois des similitudes avec la ZAD, même si en fait c'est pas du tout la même histoire, puisque c'est plutôt une histoire d'une terre qui a été oubliée en fait, et où certains éléments sont restés d'une société qui n'est pas encore entrée dans le capitalisme en fait, dans cette ère-là. Ouais. Qui a gardé des rapports beaucoup plus humains et moins économiques en tout cas. Ouais. Différemment, mais c'est aussi ce que tu évoques, Laetitia, avec ces structures d'accompagnement qui se mettent en place progressivement par des gens qui peuvent permettre justement à quelqu'un qui produit du lait de passer avec Biolait, j'ai oublié le nom c'est Biolait, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Où ils mettent en place tout un plan qui fait que dans un premier temps, si son lait, il n'y en a pas assez, ils le prennent quand même, et ils l'accompagnent économiquement. Et puis ensuite, dès que le lait est bio et que c'est OK, il a les bons volumes et tout, hop, ils font la tournée en passant par chez lui. Et donc, au fur et à mesure, c'est aussi, encore une fois, la joie, hein, c'est ce petit grignotage de l'humain qui reprend un petit peu possession de son destin et de sa terre. En tout cas, tu décris énormément d'accompagnement d'humanité et d'assos. Ouais, ça c'est plutôt vers la fin quand il opère sa transition. Donc lui, il est à même du coup d'accompagner d'autres agriculteurs en fait. Et on avait envie d'énumérer toutes les associations qui entourent les agriculteurs en difficulté. Et moi, j'ai une mention particulière pour Terre de Liens, parce que j'ai été administratrice 2 ans là-bas, donc Terre de Liens Bretagne, qui a accompagné d'ailleurs un projet à Trémargat, donc dans le centre Bretagne notamment. Et donc on avait à cœur de les citer, effectivement. Voilà. Après, je me disais, il y a quand même un ressort qui est commun à Trémargat et à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou autre, mais c'est l'arrivée des néo-ruraux aussi, quoi. Enfin, c'est pas anodin. Non, justement, je pense que c'est un peu la différence entre peut-être la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et le Centre-Bretagne. C'est que, par exemple, Trémargat, vous en avez sans doute entendu parler, de cette petite commune du Centre-Bretagne, où il y a des expériences très, très intéressantes. Par exemple, à la manière de Terre de Liens, ils ont monté au niveau du conseil municipal une façon, via une société civile immobilière, de récupérer les terres qui se libèrent, les terres de l'agro-industrie qui se libèrent, pour les racheter via des dons ou des parts prises par des milliers de citoyens, et puis ils les louent à bas coût pour de l'agriculture paysanne, de manière à réfléchir à leur souveraineté alimentaire. Et ça permet aussi de complètement squeezer les banques, parce que les citoyens qui ont de l'argent sur leur compte, ils sortent cet argent pour le mettre pour l'achat de terres, qui est beaucoup plus sûr que les banques. Et puis les paysans, ils n'ont pas besoin de s'endetter pour faire de l'agriculture. Et en fait, tout ce système à Trémargat a été mis en place par des agriculteurs, des fils d'agriculteurs bretons de Trémargat ou des communes alentours. Donc c'était pas du tout des néo-ruraux en fait. Ouais. Et donc il y a ces endroits où en fait le fil de l'histoire n'a pas complètement été interrompu, notamment le fil de l'histoire de l'agriculture, voilà, et a un peu perduré, quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans une des bandes dessinées d'Alessandro, parce que là, on parle de comment mettre de l'associatif, de l'humain, mais dans la structure. Alessandro, il me semble qu'à travers tes mésanges, tu dis qu'il faut tout péter, quoi. Enfin, que le rapport à l'économie est vraiment biaisé. C'est pas moi qui le dis, c'est une mésange. C'est une mésange qui est fascinée par l'émeute et par l'adrénaline de l'émeute, et c'est sa porte d'entrée dans la politique, mais ça n'a rien à voir avec moi. Elle rentre dans l'Assemblée nationale au volant d'un RER. Disons non, mais oui, il faut tout péter certainement, mais en tout cas, l'hypothèse un peu optimiste qu'on essaye de défendre avec Philippe, c'est que, encore une fois, comme je disais, ces sensibilités brimées, cette conviction, je ne sais pas trop comment l'appeler, c'est un ensemble d'affects qui, évidemment, contiennent la peur de la crise écologique, mais aussi des affects beaucoup plus positifs, et le désir de trouver des autres façons de se relier avec les non-humains, mais aussi avec les humains, c'est-à-dire de rentrer dans des relations plus subjectivantes où on retrouve la liberté de prêter à l'autre des intérêts et de rentrer dans une forme de résonance empathique, que ce soit un animal d'élevage, une forêt,
un bassin versant, une prairie, une mare. C'est quand même quelque chose qui est en train de... on est quand même dans une période historique où ça travaille les subjectivités, quoi. Et pour l'instant, de façon complètement brimée, parce qu'on est prisonnier dans des institutions gigantesques, notamment les règles du jeu économique, qui tirent exactement en sens inverse et qui donc brillent. Et beaucoup de gens en souffrent, quoi, continuent à être obligés de travailler, de vivre dans des structures qui vont frontalement à l'encontre de ce qu'une forme de sensibilité naissante commence à leur indiquer comme direction, quoi. Et ce qu'on essaye de dire, c'est qu'à partir du moment où on parvient collectivement à desserrer un petit peu l'étau économique, la pression du salariat notamment, par l'entraide, par la pratique des communs, alors que ça soit sur la ZAD ou, et comme tu as bien fait de le rappeler, dans plein d'autres endroits en fait en France, dès que l'étau économique se desserre un peu, ces nouvelles façons de se rapporter aux non-humains, enfin nouvelles pour l'Occident moderne, quoi, émergent assez spontanément, quoi. Et c'est un des enseignements à Notre-Dame-des-Landes, c'est que beaucoup d'habitants qui y sont n'avaient pas du tout de sensibilité au vivant en amont, quoi. Enfin, c'était pas des naturalistes. Enfin, il y en a quelques-uns, mais pour la plupart, c'était des militants urbains, souvent qui venaient du monde des squats, de plein d'autres milieux, mais sans rapport aux plantes et aux animaux. Mais néanmoins, quand tu es sur un territoire où, de fait, tes activités de subsistance dépendent en partie des non-humains du territoire et où tu as réussi à retrouver qu'il y a un peu de marge de manœuvre par rapport aux impératifs économiques, que les décisions collectives ne sont plus soumises à des impératifs de rentabilité, aux règles du jeu économique au sens large, alors tenir compte des intérêts des non-humains, disons, il y a une extension de la solidarité aux plantes, aux animaux, aux milieux de vie qui se fait relativement spontanément. Et je pense que c'est propre à l'époque, quoi. Qu'il y a 20 ans, ça se serait fait beaucoup moins spontanément, que maintenant c'est vraiment clair. Dès que tu rentres dans une lutte sociale qui dépasse un petit peu les enjeux immédiats, pour aller vers quelque chose d'un tout petit peu plus large, on sent tout de suite une solidarité spontanée. On intègre les plantes, les animaux et les milieux de vie comme partenaires d'oppression, oppressés par exactement les mêmes rouages, et partenaires de lutte potentielle, quoi. Moi, ça m'a frappé dans des collectifs de gilets jaunes, par exemple, la vitesse de conversion et la transformation de leur rapport au mot même écologie, quoi, qui percevaient d'abord comme un outil de distinction une arme d'oppression bourgeoise de plus, et en quelques semaines, par l'intelligence collective de la lutte, la pratique des communs, etc., il y avait cette solidarité qui s'étendait au monde non humain, quoi. Donc ça, c'est la petite note un peu positive et optimiste. L'écologie aujourd'hui, avec toutes les prises de conscience, est-ce que c'est pas une démarche holistique comme tu l'exprimes ? Il y a deux écologies extrêmement différentes. Pour les deux mondes qui s'affrontent en ce moment ont chacun leur écologie. Il y a une écologie gestionnaire qui passe par la radicalisation du projet moderne d'objectification des non-humains, de substituer et d'accroître la dynamique de contrôle des forces, des dynamiques du vivant et des dynamiques naturelles qu'a entamé l'utopie moderniste et industrialiste il y a 3-4 siècles, quoi. Et une écologie qui est vraiment à l'extrême opposé sur le spectre des possibles, qui passe par une écologie subjectivante et qui passe par la prise en compte des intérêts des non-humains. C'est on creusera ça, quoi, mais c'est vraiment deux façons de faire qui ont rien à voir et qui ne sont pas compatibles, en fait, quoi, qui dessinent deux projets de société vraiment incompatibles. Je tiens à dire que tu as un à suivre sur ton blog concernant la demande de Greenpeace et qui m'a vraiment beaucoup intrigué. Parce que donc Greenpeace fait une demande mais qui rentre dans le cadre. Et donc pour illustrer ça, Alessandro il est un peu embêté, il n'aime pas trop ce qui est dans le cadre. Voilà, puisqu'il faut tout péter. Évidemment. Pour toi l'écologie aujourd'hui, Inès, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, je pense qu'il y a un philosophe qui s'appelle André Gorz qui a beaucoup réfléchi à cette question. Et lui, il dit que les premières luttes écologiques, en fait, ce ne sont pas des luttes, comme en parlait Alessandro au départ de la discussion, pour protéger la nature, mais c'était vraiment des luttes pour défendre son mode de vie, le monde vécu, la quotidienneté et la façon dont on était autonome dans ce mode de vie et dont on voyait la réalisation de ces tâches au quotidien. Enfin, on avait une prise sur tout ce qu'on faisait et sur l'aboutissement de ces actes, en fait. Et effectivement, en ce moment, je travaille une bande dessinée sur l'histoire du remembrement, qui est issue d'une loi de 1941 et qui est une loi qui va instaurer en fait un grand réaménagement foncier pour faire venir l'agriculture intensive dans les campagnes françaises. Et on voit que
c'est une histoire qui n'a pas du tout été racontée, les résistances et les révoltes, notamment paysannes, face à ce remembrement. Jusque-là, il n'y a pas eu d'histoire critique qui a été écrite sur cette période. Jusque-là, en fait, on a beaucoup la parole d'État et une parole scientifique, disant que les paysans qui s'opposaient à ce remembrement, c'était des paysans un peu arriérés, simples d'esprit, avec une mentalité archaïque. Et en creusant dans les archives, on s'aperçoit qu'en fait, non, pas du tout. Il y avait une grande diversité de profils des gens qui se révoltaient contre ce remembrement. Et en fait, c'est la perte d'autonomie, les chemins qui leur permettaient de se déplacer à pied, le bocage qui leur permettait d'abriter leurs animaux de la pluie, du vent, du soleil, etc., qu'ils déplorent. Et ils disent, et beaucoup d'entre eux ne voient pas l'intérêt de toute la machinerie qui va arriver. Parce qu'aujourd'hui, le remembrement est beaucoup critiqué d'un point de vue purement environnemental, alors qu'on voit qu'en fait, c'est davantage... Les premières critiques au remembrement avaient vraiment ciblé en fait la manière dont ça allait bouleverser l'autonomie dans les campagnes. Je vois le clocher de l'autre village. Qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, c'est vraiment une lutte du coup emblématique de l'écologie, cette lutte paysanne contre le remembrement. Et Laetitia, des années après-guerre. Et Laetitia, ta vision de l'écologie aujourd'hui C'est une vaste question. Moi, j'en ai marre du mot écologie, je crois. Ah, du mot écologie, je dis souvent, parce que... je suis pas écolo, moi. Laissez-moi tranquille avec ça. Je suis pas féministe non plus. Ah oui. Non, mais on colle facilement des étiquettes. Non, c'est des sujets qui t'intéressent. Pour te contredire, mais évidemment. Moi, là, je le vis plutôt charnellement, on va dire. Voilà. Je le vis, en fait. J'en ai marre des bouquins aussi, je crois. Ouais. Je vais quand même lire le tien. Parce que... tu le vis dans la nourriture, tu le vis dans les moments partagés au quotidien. Ouais, non, là, je plante des arbres. Voilà, donc non, mais il y aura plein de très trucs pragmatique. à dire. L'année dernière, j'ai fait... Non, je peux en parler parce que là, je suis en train de faire un projet de bande dessinée là-dessus. Donc, c'est sur les jardins-forêts. J'ai aussi fait de la permaculture. J'ai fait un CCP de permaculture l'année dernière. Donc, oui, je suis passée un peu à la pratique, on va dire. Et voilà, j'ai envie de le vivre charnellement. Je crois qu'à un moment donné, il faut... En fait, elle fait plein de trucs, Laetitia, par chez elle. Ouais, je sais pas. Oui, après, je suis dans des assos, etc. En fait, j'en ai marre de le faire, d'aller dans des manifs. Voilà, je comprends qu'on le fasse, hein, mais j'ai plus envie de faire des actions contre, en fait. Et j'ai envie de montrer l'exemple quelque part, mais comme plein de monde. Hein, voilà. C'est ce fameux grignotage que j'évoquais, cette joie du quotidien. Tu as monté des associations. Enfin, tu fais juste pas. Tu fais pas oui, seulement partie d'associations. Oui, je me suis même présentée aux élections départementales l'année dernière. Ah oui, j'ai fait ça aussi. J'ai fait ça, oui. On fait des choses dans la vie, des fois, on se demande d'où ça vient. Oui, donc voilà, mais... Non, mais vraiment, j'ai envie de porter ça, évidemment, mais il y a plein de manières de faire. Et moi, je crois que je suis passée à la pratique. Voilà. À la pratique. Et du coup, c'est peut-être le moment placement de produits. Ouais, mais j'allais y venir, ouais. Ouais, parce qu'il y a des engagements, ça et là, et Alessandro est très engagé. Donc pour résumer tout ce qu'on vient de dire, il faut participer au soulèvement de la Terre et aller le 29-30 octobre à la mobilisation contre les bassines. Donc ça fait le lien entre tout ce qu'on vient de dire. Parce que là, tu viens de dire, j'en ai marre des actions contre. Et effectivement, juste bloquer des trucs et s'opposer à quelque chose et tendre le flanc à la critique facile de « mais qu'est-ce que vous êtes bien mignon, mais que proposez-vous que proposez-vous à la place ?» Et la force des mouvements des ZAD, par exemple, c'est ça, c'est que dans un même geste politique, on s'oppose à un monde et on propose l'ébauche d'un monde alternatif dans le même mouvement, quoi. Et donc là, il y a les soulèvements de la Terre, qui est un regroupement de collectifs qui a démarré depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais qui maintenant dépasse largement la ZAD. Ça va d'Extinction Rébellion à la Confédération Paysanne, en passant par Greenpeace parfois, mais et certaines branches de la CGT sur certaines actions. Et c'est vraiment ça prend acte de l'affrontement entre mondes qu'on est en train de vivre en ce moment, entre une radicalisation du projet moderne qui passe par le contrôle et la volonté de se substituer systématiquement aux dynamiques naturelles via la technologie, substituer aux dynamiques naturelles des dynamiques liées aux intentions humaines, quoi, via un courant inverse qui tente de faire avec les dynamiques du vivant, de faire avec les non-humains comme des partenaires politiques potentiels. Et donc là, ça se cristallise entre autres à plein d'endroits, mais sur ces projets de méga-bassines. Donc je ne sais pas combien d'entre vous en ont entendu parler. C'est le gros projet là,
l'État main dans la main avec la FNSEA pour lutter contre les sécheresses qui commencent. C'est quoi qui te fait rire? C'est main dans la main dans la... Non, c'est le grand n'importe quoi de l'idée et le fait que... Le truc, c'est que ça dépend, c'est n'importe quoi, mais ça dépend de quel point de vue on regarde. Si on regarde du point de vue des classes dominantes, c'est pas du tout n'importe quoi. On fait des stocks de flotte. Exactement, en la privatisant, c'est-à-dire c'est un durcissement du projet moderniste, mais qui en fait convient bien. C'est là-dessus qu'il faut être clair. C'est que il y a une partie extrêmement minoritaire, mais extrêmement puissante de personnes, les classes dirigeantes au sens large, qui regroupent classes dirigeantes et classes possédantes, à qui le monde qui est en train de se dessiner à l'horizon leur convient. Leur convient en tout cas beaucoup mieux que les transformations radicales et la remise massive en jeu de leurs intérêts de classe que nécessiterait un changement de trajectoire. Continuer donc à se substituer aux dynamiques de vivant pour en prendre le contrôle. Là, en l'occurrence, c'est vraiment se substituer au cycle de l'eau, vu que le projet, donc, c'est de capter dans les nappes phréatiques et de stocker l'eau dans des immenses bassines en plastique à ciel ouvert. Qui font plusieurs hectares. C'est vraiment des immenses bassines. C'est vraiment des grosses bassines. C'est des lacs, quoi. et souvent, on critique ça avec des arguments techniques du style « Ah oui, mais ça s'évapore, donc c'est pas bien ». Mais c'est même pas une question technique, c'est vraiment le projet de monde que ça dessine. C'est comme les méthanisations, les gros méthaniseurs. C'est vraiment un projet de monde du contrôle des dynamiques du vivant et contrôle des populations, évidemment, vu que là, on parlait d'autonomie. Évidemment, une fois que l'eau est privatisée, là, on parachève le processus de destruction des communs et de priver les populations de toute possibilité d'autonomie. Donc, c'est un monde complètement gestionnaire, qui est d'ailleurs aussi, c'est intéressant, une façon de distinguer, de dépasser la distinction nature-culture, mais exactement par l'autre opposé. C'est-à-dire, c'est une objectification massive. Et on ne fait plus la distinction entre humain et non-humain, une émeute, une manif des soulèvements de la Terre, une sécheresse, une épidémie, tout ça sont des perturbations au système qui sont gérées de la même façon. Et donc les soulèvements de la Terre, le 29-30, essayaient de saboter le chantier de la plus grosse méga-bassine jamais construite qui commence, c'est entre Niort et Poitiers dans les Deux-Sèvres, et à la place, lancer une installation paysanne. C'est ça, les soulèvements de la Terre essayent de retrouver cette espèce de conjonction dans le même geste politique d'une opposition à des projets d'aménagement et de la mise en place tout de suite d'un projet alternatif, donc d'installation paysanne en intégrant les intérêts des non-humains et idéalement tissé avec les autres usages du territoire, etc. Donc c'est vraiment les travaux pratiques de tout ce qu'on se raconte là en ce moment qui se jouent à ce moment-là. Voilà, j'espère que j'ai fait des recrues. Autre placement de ce produit, moi je vous invite à soutenir Spland, le média d'investigation breton qu'on a créé avec des journalistes de la presse régionale qui se sentaient bridés dans la PQR, la presse quotidienne régionale. Ah oui, c'est vrai que tu as aussi cette démarche-là que j'ai trouvée hyper intéressante. Pourquoi, après avoir travaillé en radio, qui est déjà un média fabuleux, pourquoi avoir choisi la bande dessinée? Pourquoi ce vecteur de communication pour évoquer l'enquête? Alors, bon, il y avait la revue dessinée qui t'avait fait une commande, évidemment. Ouais. Il y a la revue dessinée qui m'a fait une commande, qui m'a présenté Pierre Van Hove. Moi, j'ai vu son dessin avant de le rencontrer que j'ai adoré. Il fait surtout de l'illustration, de livres pour enfants. Il n'avait encore jamais fait de BD documentaire. On s'est très bien entendus parce qu'on avait tous les deux une vision politique assez proche. On était très intéressés par, on va dire, par la pensée matérialiste, la pensée marxienne. Et puis ensuite, j'avais fait des études de cinéma et très vite, ça a rejoint en fait. J'avais jamais voulu travailler dans le cinéma. Enfin, j'avais commencé à travailler dans le cinéma et j'avais été un peu dégoûtée par la grande industrie que c'est. Tous les gâchis de bouffe qu'il y a sur les plateaux de tournage et puis la manière un peu colonisatrice d'une équipe de tournage de débarquer dans des villes, des villages, de bloquer des routes, enfin, c'est d'empêcher les habitants de circuler normalement. J'avais fait un tournage et après j'avais arrêté et là c'était vraiment une manière de renouer avec la forme du récit cinématographique mais avec des moyens très minimalistes, quoi. Juste un papier, un crayon, encore plus minimaliste que la radio. Une autre temporalité aussi. Avoir le temps de revenir en arrière, d'avoir les connaissances il y a extérieures. Un truc génial avec la bande dessinée, quand on travaille sur de la BD documentaire, un truc qu'on peut absolument faire ni en radio, ni en cinéma, ni en télé, c'est que là, on peut reconstituer les événements passés comme si on y était, quoi. En s'appuyant sur des archives, etc., on a pu reconstituer les premières alertes de Pierre Philippe, les paysages auparavant, avant remembrement, alors qu'on est obligé de passer par vraiment des choses très
factice si c'est en cinéma, par exemple, du docu-fiction. Enfin, ça marche jamais bien. Et puis après, tout ça, en fait, tous les avantages de la BD, je les ai découverts au fur et à mesure où on les faisait. Et un avantage que j'ai ressenti assez vivement aussi, c'est en fait le fait que la BD documentaire, c'est encore... il y en a encore peu, enfin il y en avait encore peu à l'époque où on a lancé Algues Vertes. Il n'y avait pas encore de BD en France, à notre connaissance, par exemple, qui avait eu de procès en diffamation. Il n'y avait pas encore de bande dessinée qui avait livré des infos qu'aucun autre média n'avait livrées, donc qui était devenu un enjeu politique ou journalistique très sensible. Et du coup, je pense que les éditeurs de bande dessinée n'avaient pas conscience de tout ça. Et je pense que aussi les industriels n'avaient pas conscience de ça. Donc, c'est pas un secteur qui est beaucoup investi par les puissances de l'argent pour l'instant. Et du coup, j'ai ressenti une liberté que j'avais jamais ressentie dans aucun média, que ce soit public ou privé, pour lesquels je travaillais jusque-là, quoi. Il y a eu... Peut-être ouais. un Non, petit... il y en a eu beaucoup, mais effectivement, ça a eu des succès d'estime. Par exemple, toute l'affaire Denis Robert, Clearstream, voilà, ça a eu même ça s'est bien vendu, mais bon, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Oui, mais Denis Robert, finalement. toute son enquête, il n'y a pas eu de révélation avec sa BD. Il n'y a pas eu de révélation, effectivement. Oui, c'était une reconstitution de tout l'historique de l'enquête. Bon, nous, je pense, on a eu un procès en diffamation avec cet album, et je crois que c'était la première fois que ça arrivait sur un album de bande dessinée. Ouais. C'est un beau prix, ouais. Tu devrais l'accrocher au mur. Bravo. Laetitia, donc pourquoi... Enfin, la bande dessinée, bon, toi, tu fais de la bande dessinée avant de faire ce livre. Oui. Voilà. Donc la rencontre Jacques Capla, l'envie de concrétiser des idées. Oui, voilà. Puis comme je disais tout à l'heure, il y a l'idée de mettre en scène aussi. Là, de partir des essais, il y avait de la mise en scène à faire. Parce que du coup, on n'a pas pris le parti pris de faire un documentaire simple. L'idée, c'était de donner envie, de faire quelque chose de réjouissant. Donc, a priori, le récit est un peu plus adapté pour ça. Donc, la mise en scène, les infos qui passent par des dialogues, je pense que c'est aussi plus simple à lire. Et puis voilà, là, je rejoins complètement Inès sur le papier, le crayon, la gomme, et c'est parti, quoi. C'est très, très simple. Moi, j'adore ce truc, c'est presque magique en fait, la bande dessinée pour ça. Et ce matin, j'avais un atelier de bande dessinée, je leur ai dit ça, je leur ai dit, vous n'avez pas besoin de faire des effets spéciaux, vous n'êtes pas au cinéma, enfin, vous pouvez faire des effets spéciaux justement, vous avez juste besoin d'une gomme et d'un crayon, ça c'est fabuleux. En lisant encore une fois les livres, j'ai eu un ensemble de connaissances que je n'avais pas du tout, pourtant je pensais maîtriser en partie ces sujets-là, et c'était incroyable, le nombre d'informations qu'on peut avoir à travers des phylactères, et puis on se dit, attends, c'était à cette page-là, et on peut revenir, il y a une autre temporalité, enfin je m'appuie un petit peu là-dessus. Alessandro, on évoquait avec Benoît le fait que c'est extrêmement surprenant de faire de l'aquarelle dans ton cas, parce qu'on a plutôt l'habitude du dessin à la Charlie Hebdo ou à la Canard enchaîné pour évoquer des choses un petit peu politiques, et toi tu nous fais des aquarelles super léchées, très agréables. Pourquoi ? Je vais un peu faire la même réponse en tout cas un truc que tu as dit, Inès, comme quand on découvre les avantages a posteriori. Quand on se lance dans des projets de livres ou n'importe quel autre projet, on fait ce qu'on peut à un moment donné. Enfin, c'est un ensemble de hasards. C'est pas qu'on a une réflexion stratégique en amont en se disant si je faisais une BD à l'aquarelle, je ferais probablement plus mouche. Enfin, on fait ce qu'on peut et ensuite on trouve des justifications a posteriori pour valider les choix qu'on a fait complètement par hasard. Et moi, il se trouve que je faisais de l'aquarelle, encore une fois, petit, quand je dessinais les oiseaux, donc c'est venu assez naturellement que je sais pas me servir d'un ordi. Je suis évidemment technophobe, je déteste ça, donc je suis resté sur l'aquarelle. Et après, je peux trouver des avantages dans un deuxième temps. Mais sur les... Tu veux dire que tu passes pas du tout par un ordi pour faire ça ? Non. Jamais. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ordi. Alors là, il y a beaucoup de textes, mais il y a quelques aquarelles. Ah, si, c'est pas de... Si, pardon, dans les titres. Une typographie d'ordinateur. Si, bien sûr. Non, mais les dessins, il n'y a pas du tout de... Les dessins sont répétés. Non, je crois que c'est le James de Fluide Glacial dont tu as repris la typo. Non, ça c'est ma typo numérisée, mais dans ceux-là, il n'y a pas du tout d'ordi. Les originaux sont identiques et c'est écrit à la main, il n'y a pas du tout d'ordi. Parce que moi aussi, ma première BD chez les Hatcheurs, chez les Givaro en Amazonie, c'était aussi un projet de film. Et j'ai vécu les mêmes déconvenues sur les festivals ciné, le côté complètement dégueulasse du truc.
Et c'est une discussion avec un anthropologue qui a fait un film pour le coup sur son terrain, Stéphane Breton, qui est magnifique, un documentaire en Papouasie où il nous racontait comment il était en échec complet en termes d'anthropologue. Les Papous se foutaient de sa gueule, il arrivait à rien. Et à partir du moment où il a pris une caméra, tout ce qui était échec du point de vue de l'anthropologue devenait situation burlesque qui était chouette à travailler en termes de documentaire, quoi. Et il racontait comment la caméra a été vraiment une consolation pour ses échecs en tant qu'anthropologue. Et nous, chez les Givaro, on voyait vraiment pas comment la caméra pourrait jouer ce rôle-là, quoi. On voyait juste des problèmes en plus, quoi. Et heureusement, on n'a pas eu les financements qu'on demandait. Du coup, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que je faisais de l'aquarelle quand j'étais petit. Et donc, c'est devenu une bande dessinée. Et là, pour le coup, ça a joué ce rôle consolateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que chez les Hatchers, je suis quand même allé de déception en déception dans un premier temps, quoi. Et pendant les premiers jours, c'est difficile. Et ensuite, on se dit, mais pour le raconter dans un deuxième temps, c'est beaucoup mieux que si les choses s'étaient juste passées comme prévu, il n'y aurait pas eu de récit. Et pour rajouter un avantage de la BD que aussi j'ai découvert complètement a posteriori, à l'ajouter à la liste que tu viens de faire, c'est l'usage de la première personne. C'est que la première personne en BD est très particulière, quoi. Elle n'est pas du tout aussi nombriliste qu'un jeu écrit. Et dès qu'on se dessine, surtout avec une tête de couillon comme je me fais moi, on se moque tout de suite de ça. Et on obtient très facilement une espèce de superposition des regards entre celui qu'on était et qui vit les choses au présent, qui vit toutes les déconvenues au présent, et l'auteur qui écrit dans un deuxième temps et qui se moque de lui, quoi. Ces deux regards se superposent très facilement. C'est beaucoup plus difficile à obtenir à l'écrit. On dit que c'est les vertus des grandes autofictions, type La recherche du temps perdu, Les mots, où on est à la fois le petit enfant qui vit ses expériences et l'adulte qui pose un regard nostalgique, ironique sur celui qu'il était. Mais voilà, pour le faire bien à l'écrit, il faut s'appeler Proust ou Sartre, alors qu'en BD, dès qu'on se dessine, on obtient ce double regard, et ça permet d'avoir une première personne qui se généralise plus facilement, quoi, qui est plus sympathique alors que à l'écrit, et évidemment qu'en vidéo, quoi. Là, ça sera encore beaucoup plus difficile d'obtenir ce regard sur soi, quoi. Dans la liste aussi, c'est l'intérêt du livre en général, mais c'est pour que les gens puissent y avoir accès, c'est d'avoir besoin d'aucun outil, notamment numérique, à la différence d'un podcast, d'un film. Et en plus, une BD, c'est vrai qu'il y a une diffusion de la BD Algues Vertes en Bretagne, à laquelle je ne m'attendais pas, à laquelle les éditeurs ne s'attendaient pas non plus, mais à travers, même dans les villages où il n'y a pas de librairie, à travers les maisons de la presse. Et puis c'est vrai que pas mal d'agriculteurs qui sont pas abonnés à Mediapart, qui écoutent pas des podcasts et tout ça, ils ont eu accès à cette BD parce qu'elle leur a été offerte par leurs enfants. Et c'était pas un pavé à lire. Enfin, voilà. Et du coup, il y a une diffusion, je trouve, qui est plus simple. J'étais en bande dessinée. On rejoint l'autonomie, dit Laetitia. Ouais. Pendant une vingtaine d'années, j'étais journaliste en BD. Et je sais que quand le numérique est arrivé, moi, je trouvais ça extrêmement intéressant, tu vois, pour la peine. Je trouvais ça très intéressant. Et en fait, très rapidement, c'est passé parce que le livre reste le livre et restera le livre. C'est un bel objet, ça se transmet, ça se donne, ça se partage. Ça s'emmène n'importe où. C'est fabuleux le livre. Alessandro, tu voulais... Non, mais pour ressouligner ce que tu viens de dire sur l'accueil qu'on te fait, aussi, encore un avantage, quand tu fais de la BD documentaire ou quand tu arrives avec une caméra, c'est sûr que tu n'as pas du tout le même accueil. Alors en particulier dans le milieu militant ou dans plein d'endroits, sur la ZAD, ils n'en peuvent plus de voir des types arriver à qui se sentent effectivement les maîtres du monde, qui considèrent qu'à partir du moment où on te met une caméra dessus, on te rend service. Et donc ils sont assez détestés. Et par contre, quand tu dis que tu fais de la BD, il y a quelque chose vraiment un côté showbiz du pauvre, un peu minable dans la BD qui nous rend sympathiques, et on est vraiment bien mieux accueillis que quand on a une caméra, quoi. J'adore, showbiz du pauvre. Est-ce que vous auriez quelques questions à poser à nos auteurs, ou peut-être que vous voulez poser... Autrices, pardon, oh là là, me faire roter. À nos autrices, d'ailleurs, on va prendre le genre féminin. Voilà. J'ai quand même une petite main qui se lève. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez de l'appétit pour ton travail, Inès. Je pense que tout le monde a conscience, en fait, de la pression à laquelle vous pouvez être soumise. Et du coup, pour ma part, je ressens beaucoup d'admiration par rapport à ça. Et je voudrais qu'on puisse publiquement vous rendre hommage, en fait, pour vous dire merci. Et puis, je repensais à la phrase de José Bové qui dit que la fête, c'est la lutte et la lutte, c'est la fête. Et souvent, je me rappelle cette phrase-là pour ne pas oublier que toutes ces luttes, en fait, c'est vraiment pour récupérer notre autonomie et donc notre liberté.
Et du coup, il me semble que les luttes aussi, en tant qu'écoféministes, rejoignent complètement ces luttes-là, tout ensemble, en fait. Voilà. D'ailleurs, c'est des luttes qui ont fortement inspiré le livre Terre et Liberté dont parlait Alessandro, le livre d'Aurélien Berland. C'est quand même un propos qui avait déjà été développé par les écoféministes avant ce livre. Le processus de domination, en tout cas la validation a posteriori des rapports de domination est similaire, quoi. C'est objectifier le dominé pour à partir de la distinction nature-culture, on a beaucoup dit que les femmes, par exemple, étaient moins imparfaitement extraites de la nature, que donc c'était normal que les processus décisionnels appartiennent aux hommes, qui étaient plus du côté de la culture. La justification ultime, c'est de priver l'autre d'intériorité, donc soit l'esclave, soit le non-humain, qui du coup devient de la ressource corvéable sans égard. Utilisable. Mais c'est le processus de validation a posteriori pour justifier les dominations est le même. Et donc, évidemment, quand on s'en prend à une, toutes les autres viennent à sa suite, quoi. Très bien. J'ai une autre question ici. Une question sur les bassines, une question toute simple. Est-ce qu'il est prévu une bande dessinée à terme sur la lutte, la campagne Bassine non merci? Je pense que ça vaut le coup. Dans les années qui viennent, l'eau sera l'enjeu numéro 1, même en Bretagne. Hein, je crois que ça nous concerne tous. C'est un peu prévu. Tu peux nous en dire plus? Non, c'est pas une BD que sur les bassines, mais j'espère la BD que tu as évoquée, qui commence avec une discussion un peu étrange avec Greenpeace, qui est une BD plus large sur les nouvelles alliances, la fin du plaidoyer, les nouveaux modes d'action politique. Il se pourrait quoi, il y a un passage sur les bassines, mais c'est encore en fabrication, quoi. Alors, en fait, moi, j'ai une petite question. En fait, là, on est sur la commune de Ploie. C'est une commune qui est assez remarquable par ses projets actuels. Bon, il y a 2 projets de méthaniseurs qui sont en cours. Et malgré les mobilisations citoyennes, en fait, ces projets continuent de se développer. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de garder le moral quand on a tendance à lutter contre. Et c'est vrai qu'on aimerait bien aller vers des choses plus positives, mais parfois on est un peu dépassé quand même. Voilà. Et donc, la question finale, à quand une BD sur la commune de Ploie? Il y a de quoi faire, rien que sur notre petite commune. Non, mais c'est vrai. Merci. C'est vrai. C'est vrai qu'on est alerté en tant que journaliste depuis longtemps sur ce qui se passe à Ploie, sur aussi les conflits d'intérêts avec les gros agriculteurs qui ont des mandats au sein des groupes agroalimentaires qui sont en fait soit au sein du conseil municipal, soit de la communauté de communes. Ploie, ça fait partie de quelle communauté de communes déjà? Les Farmers, donc, qui était présidé quand même par Philippe Legout, qui était directeur de la communication du plus gros groupe porcin Evolop. Enfin bon, ouais, ok. On dit essentiellement du discours des agriculteurs qui cumulent les mandats dans tout le tissu agroalimentaire et qui touchent des salaires jusqu'à 80 fois plus élevés que les paysans de base, quoi. On est bien d'accord. En tout cas, pour revenir juste pour finir sur Ploie, moi, je pense que ce qu'on essaie de faire à Splend, c'est de dresser un peu des cartographies ou des cartes de... C'est hyper dur à détecter, à dresser, mais... Et souvent, c'est des choses qui échappent à tous les citoyens, mais à quel point, en fait, le noyautage des institutions publiques, et notamment des instances qui gèrent l'eau, l'environnement, etc., par les cadres de l'agroalimentaire, en fait. À l'échelle micro-locale, comme à l'échelle de la communauté de communes et tout, c'est assez impressionnant quand on se plonge là-dedans. Et on se dit que ça serait important qu'on dresse un peu ces cartographies et qu'on lève des conflits d'intérêts majeurs. Et je pense dans votre secteur, à les Farmers Communauté notamment, il y a un gros travail à faire là-dessus qu'il faudrait qu'on fasse. On est en train de le faire sur le lobby porcin dans le Finistère et puis plus généralement en Bretagne. Et ça permet d'avoir les idées un peu claires après sur les endroits où il faut se mobiliser dans les conseils municipaux, ce qu'il faut mettre en lumière. Et puis après, moi, je suis un peu d'accord aussi avec ce qui se passe avec les soulèvements de la terre et tout ça, cette convergence des luttes qui est en train d'exister depuis des luttes très anciennes comme Alto Marée Verte ou la Confédération Paysanne qui se relient aujourd'hui avec les jeunes mouvements que sont Extinction Rébellion ou Deep Green Resistance. Voilà. Et ça, c'est assez impressionnant, par exemple, sur la zone de Bridor-Liffré contre l'usine de viennoiserie industrielle en banlieue de Rennes. Pour revenir sur ce qui est les méthaniseurs, je discutais cet été avec
une personne qui travaille dans le lait et l'industrie. Et il me disait que de plus en plus d'agriculteurs se tournent vers les méthaniseurs. Et le méthane devient tellement rentable que tout le maïs part directement aux méthaniseurs et même plus aux animaux. Donc on va se retrouver avec une baisse d'un cheptel, non pas de façon écologique, mais pour produire du gaz. Et le tout subventionné par la PAC. Donc c'est une politique agricole commune énergétique. On est en train de faire des mix de choses un peu bizarres. Voilà. Et il faut prendre conscience de ça vraiment. Parce que les méthaniseurs ne sont pas là pour traiter les déchets, mais pour maximiser les déchets, pour en fabriquer plus. Et donc c'est un vrai problème, je pense. Et la dernière enquête de Spland, c'est sur la méthanisation. Une question ici. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un rapport de force aujourd'hui où la balance, elle penche du mauvais côté. Et que peut-être, ce qui pourrait faire pencher la balance, ce serait peut-être les néo-ruraux, des nouveaux arrivants. Et ça m'intéressait, Inès, d'avoir un peu quelques mots sur... parce que tu es une néo-rurale, finalement. Et quels seraient des conseils à donner ? Des conseils en tant que néo-rural ? Ouais, comment pas passer pour un trou du cul auprès des populations locales, par exemple? Ça, c'est impossible. Non, mais quand on vient de Paris, c'est impossible. Mais bref. Moi, en fait, ce qui a vraiment changé les choses, c'est que d'aller filer des coups de main dans les fermes, quelles que soient les fermes, surtout les grosses fermes intensives, et puis de vraiment... j'essaie toujours de regarder l'agriculture avec un regard matérialiste, c'est-à-dire en termes de répartition des richesses, et pas de qui faisait bien ou mal. Parce que je me disais, ces gros agriculteurs, n'empêche qu'ils sont très endettés, qu'ils sont surexploités, et que c'est vraiment pas eux qui sont mes ennemis, quoi, en fait. C'est plutôt les gens qui s'enrichissent de leur travail. Donc, je pense que c'est vraiment important de rester solidaire et de garder une cohésion sociale, en fait, y compris avec les agriculteurs intensifs, quand ils n'ont pas des postes de pouvoir, par ailleurs. Ouais. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est des bons conseils. Non, mais c'est des bons conseils. Il faut traiter les gens d'égal à égal. Il faut rester humble et aller mettre les mains dans la terre, comme dirait Laetitia. Ça apprend plein de choses de vraiment beaucoup parler avec ces personnes-là et d'aller travailler avec elles, parce que c'est de tisser des liens de confiance avec ces personnes. Et je pense vraiment qu'on a une convergence des luttes à faire avec eux aussi, quoi. Et quand on est en confiance avec les agriculteurs intensifs, conventionnels, etc., on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de critiques à formuler, en fait, sur le système dans lequel ils sont pris. Au piège. Et je rajouterais juste une chose, c'est que ça permet d'être plus nombreux. Parce qu'en fait, on s'épuise, je pense. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti ça. Il y a tellement de combats à mener, la méthanisation, les grandes bassines, le nucléaire, et j'en passe, que même sur un secteur donné, au niveau territorial, on s'épuise, quoi. On se dit, mais on ne va pas y arriver, c'est trop immense. Donc, je pense qu'il faut faire des pauses, il faut planter des arbres. Et il faut aussi faut essayer de massifier, donc de ne pas avoir une approche frontale avec les agriculteurs qui ne sont pas en bio, mais qui sont malgré tout effectivement prisonniers d'un système. Ça peut permettre de massifier. Prisonnier d'institutions et aussi d'un rapport psychologique à la terre, d'un jeu de valeurs qui rend extrêmement difficile de s'en défaire. C'est sûr, il faut s'y maîtriser, quoi, être capable de se mettre à la place d'eux. C'est un des gros enjeux, évidemment. Alors j'ai une question à ma gauche. Par rapport à la cartographie et au combat, Agir pour l'environnement a envoyé des mails comme quoi l'eau potable de toute la région est polluée par un métabolite du S-métolachlore. Et c'est vrai qu'on se sent un peu dépassé par les événements et personnellement, dire que faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir. Il y a de nombreuses strates d'action, on va dire, possibles entre une action de soutien à des associations quand même qui mettent au jour ou à des associations de journalistes qui mettent au jour des informations importantes, etc., comme aux Rivières de Bretagne, Alto Marée Verte. Et puis des strates d'action qui sont de l'action directe, qui vont être du sabotage. Là, dernièrement, une enquête qu'on a fait pour Spland, c'est sur l'extension d'une porcherie dans le Finistère à Landunvez. La porcherie Havelvor, qui est tenue quand même par quelqu'un qui a à peu près 5 casquettes au sein du lobby porcin breton. Directeur du comité régional porcin, directeur de la coopérative, président de la coopérative Evolop, etc. Et on s'est aperçu que, c'est un truc assez dingue, mais que les associations sur place, bien évidemment, faisaient des recours contre cette porcherie parce qu'il y a déjà un conflit d'eau potable. Les porcs consomment plus d'eau potable et quand on voit les problèmes d'eau potable qu'on a en ce moment en Bretagne,
que les habitants, sans compter c'est une côte paradisiaque là-bas. On peut plus se baigner parce qu'il y a trop de bactéries fécales dans l'eau. Enfin, les plages sont interdites depuis 5 ans. Et en fait, ces habitants faisaient des recours juridiques contre l'extension en disant on ne peut plus avoir encore pas plus de ports sur cette commune, c'est pas possible. Ils ont toujours gagné en première instance et en appel auprès de la justice administrative. Et le préfet donne malgré tout des autorisations d'extension. Donc l'État agit contre la justice administrative, l'État au-dessus des lois, ce qui est complètement fou. Et en gros, en enquêtant, on s'est aperçu que la seule solution pour lutter contre ça, c'est en parallèle des recours qui permettent de légaliser une lutte, c'est de faire de l'action directe et de saboter les travaux. En fait, c'est la seule solution pour que la justice soit appliquée, puisque l'État ne l'applique pas. C'est le propos d'Alessandro. C'est pas le seul, j'espère. Mais en effet, là, avec les soulèvements de la terre, il se passe aussi ce truc assez joli. Il y a eu des sabotages de bassines. Et c'est pas du sabotage qui se passe la nuit à 30 personnes cagoulées, qu'il est facile de traiter d'éco-terroristes. C'est 2000 personnes à visage découvert, avec des t-shirts LPO, des vieilles dames, des enfants, avec des drapeaux de la Confédération paysanne, qui sabotent au grand jour le truc. Donc il y a quand même un changement, effectivement, donc des choses qui n'auraient vraiment pas été possibles il y a encore quelques années. Il y a et là encore, c'est une conjonction entre une modification des sensibilités qui accueille le geste politique et trouver le geste politique qui trouvera le bon écho dans les sensibilités, quoi. Mais en tout cas, autour du sabot. Et d'ailleurs, ça a déjà fonctionné. C'est-à-dire que le nombre de méga-bassines qui est prévu en construction en France a déjà été divisé par 2, je crois, parce que ça coûte trop cher. Il y a un surcoût, parce que c'est extrêmement difficile à... En fait, c'est comme si on appliquait une sorte de taxe carbone par le bas, quoi. Ils doivent rajouter un budget surveillance des bassines qui rend le truc plus rentable, quoi. Il y a quelque chose qui est incroyable, c'est l'inaction, effectivement, avec les décisions de justice. Et jamais derrière c'est suivi d'actes. Et parce que ce projet-là leur convient. C'est ça qu'il faut. Là aussi, il faut ils s'y le mettre. promeuvent même. Oui, c'est ça. C'est que le monde qui se dessine, un monde du contrôle total, avec en gros quelques grandes métropoles, avec des ceintures de produits bio très dynamiques économiquement, des villes moyennes complètement délaissées, polluées et gérées uniquement par la répression. Le truc vers lequel on va, ça convient. Et ils se battront pour. C'est ça. On est vraiment sorti de l'ère de la social-démocratie où on pouvait espérer que les courroies classiques de la représentation, de la démocratie représentative permettraient d'obtenir quelque chose. Là, il y a vraiment faut prendre acte de ça, quoi. Que le projet de société, que là, il y a une telle polarisation entre les deux projets de société antagonistes qui se dessinent que les classes dominantes se battront pour le leur. Et c'est ça la difficulté dont tu parlais, à ne pas s'opposer aux grands agriculteurs qui sont aussi victimes des mêmes rouages. C'est tracer la ligne de conflictualité au bon endroit, quoi. Mais en tout cas, je vous conseille, par exemple, vous pouvez rejoindre la lutte de Bridor-Liffré. C'est une lutte qui ne s'oppose pas aux agriculteurs, puisque ça s'oppose plutôt à l'agro-industrie, et ça défend des terres bocagères actuellement cultivées par des agriculteurs, qui vont être bétonisées. Et c'est incroyable sur cette lutte parce que vous allez trouver vraiment toutes les générations, des familles entières qui viennent. Il y a j'ai rencontré une famille, les parents étaient chercheurs en sciences, les enfants ont décidé d'arrêter les études pour s'engager complètement dans les luttes environnementales. Et ça permet vraiment d'écouter tout le monde et puis de voir là avec qui on a plutôt envie d'agir, quelle association. Les techniques pour tracer la ligne de conflictualité au bon endroit, c'est un concept sur lequel insiste beaucoup Descola dans le livre, qui reprend à Bruno Latour. C'est la notion de géoclasse, où en gros, une des idées qu'il y a derrière, c'est qu'il y a en restant dans une matrice marxiste classique, un peu orientée productiviste, il y a des groupes sociaux qui pourraient paraître en conflit et en compétition les uns avec les autres. Et voilà le genre de problème que tu soulignais. Et les conflictualités artificielles disparaissent quand on tient compte des relations avec les non-humains, avec le milieu de vie, etc. Et donc, penser des solidarités avec le milieu et les non-humains du milieu, ça permet de déjouer certaines mises en opposition qui font évidemment les affaires des classes dirigeantes, quoi, de mettre en compétition. C'est la stratégie classique pour briser les mouvements sociaux, de dire mais attendez, si vous vous opposez là, si vous bloquez ça, vous mettez au chômage le pauvre fermier brésilien qui du coup peut plus vendre son tourteau de soja. C'est vraiment ça que vous voulez faire, mais vous êtes des monstres en fait. Et tracer les modes de relation qui se tissent entre humains et avec les non-humains permet souvent de contourner assez efficacement
mise en opposition factice. Tu as un exemple, Alessandro, de conflictualité que tu as réussi à dessiner en prenant en compte tout ça, à redessiner? L'exemple le plus classique, mais qui est un peu à côté de ta question, c'est l'opposition qu'il y a eu entre la Confédération paysanne et l'ASPAS et les groupes qui défendaient les forêts en libre évolution, quoi. C'est qu'évidemment, si tu restes dans une matrice productiviste, il y a ceux qui veulent travailler la terre et ceux qui veulent la laisser telle qu'elle. On a l'impression que c'est une compétition inconciliable. Alors que si tu décales un peu la perspective et tu vois qu'il y a une perspective de monde où on essaye de se substituer aux dynamiques du vivant par la chimie, la technique, etc., et donc l'agriculture intensive, et d'autres qui essayent tant bien que mal de faire avec les dynamiques du vivant, tu t'aperçois que pour une agriculture paysanne, c'est complètement essentiel qu'il y ait des zones en libre évolution dans les parages, et vice-versa, quoi. Mais après, il y a un boulot à faire qui est pas fait, quoi, mais de définir des géoclasses avec une solidarité entre les salariés de Fleury-Michon, les paysans, les Indiens bretons spoilés de leur terre, que le rouage qui les écrase est le même, alors que si tu restes en surface, tu as l'impression que chaque lutte se fera nécessairement au détriment des autres. J'ai une petite question. Face à votre engagement, je voulais savoir comment vous gériez la pression de l'agroalimentaire, enfin de toute cette société capitaliste, en fait, parce que vous dénoncez. Et derrière, vous êtes face à des représailles aussi. Et voilà, s'engager, c'est une chose. Et après, gérer tout ça, j'aimerais bien que vous abordiez ça, s'il vous plaît. Merci. C'est pas très facile. Hein. Comment dire? Moi, au début, c'était un peu un jeu. Puis en fait, ce qui est très curieux dans l'investigation, c'est que pendant des années, il n'y avait pas de réaction finalement des classes dominantes, on va dire. Et puis je voyais bien quand j'appelais l'administration, personne ne m'avait identifié pendant des années. Parce que France Culture, finalement, c'est pas très écouté, etc. Je pense qu'il y a eu des paliers, quoi. Il y a eu une première étape, c'est vraiment d'approfondir l'investigation micro-locale, avec un fort appui des populations locales, par exemple à Glomel, là où habite Morgane Large, qui était conseillère d'opposition, conseillère municipale, qui était aussi journaliste dans une radio locale, des habitants de Glomel qui ont commencé à raconter le noyautage de leur commune par Triscalia, en fait, puisque le maire, l'adjoint, etc., étaient des cadres de cette industrie, de ce groupe. Là, il y a eu vraiment... j'ai commencé à, tout d'un coup, à avoir des réactions assez violentes, des attaques sur les réseaux, et puis en fait, je ne sais pas par quel coup roi, ils se sont plaints auprès de ma rédaction, et ça a été super dur dans ma rédaction de continuer à travailler sur ces questions. Enfin, d'ailleurs, je n'ai pas continué à travailler sur ces questions. J'ai fini en BD, quoi. Et parce que France Culture, c'est pas une radio d'investigation, donc dès qu'il y a des plaintes comme ça, ils savent pas du tout comment réagir, et du coup, ils coupent court au travail d'enquête, quoi. Et donc ça, c'est le premier truc très choquant, c'est que quand tout d'un coup ta rédaction nationale te suit pas, tu te dis mais attends, comment à Paris ils ont pu avoir peur d'un groupe agroalimentaire breton, enfin qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, c'est sûr que moi je me disais, comme tu disais tout à l'heure, un procès en diffamation c'est une belle médaille et tout, si j'en ai je serais très contente, et en fait non, c'est super dur à vivre. C'est horrible. C'était vraiment une blague, c'est pas du tout agréable. En plus, les instructions sont très très longues, donc c'était 19 mois pour le deuxième procès. La partie attaquée, j'avais anonymisé les témoins parce que je savais qu'ils risquaient gros. Et en fait, en tant que journaliste pigiste, j'étais pas bien encadrée, je connaissais pas bien tous les tenants et les aboutissants d'un procès en diffamation. Donc là, j'ai appris que pour me défendre, il fallait que je désanonymise mes témoins. Donc c'est le moment horrible où il faut dire à des gens très précaires qu'en fait, ils vont devoir témoigner, sinon moi, je perds mon procès. C'est des moments où moi, je pouvais plus travailler parce qu'il fallait que je me défende, donc j'ai perdu ma carte de presse, j'avais plus de revenus, c'était vraiment une période. Du coup, ça se termine chez le psy, quoi, en gros. Ouais, c'est là qu'on voit l'importance. Sur ces derniers propos d'Inès, et puis pour tout ce qu'on a entendu ce soir, le lien social, la chaleur humaine, les projets ensemble, la joie, et pour traverser ces périodes extrêmement difficiles où on est seul. Et effectivement, je vous remercie en tout cas grandement d'être venu participer à cette rencontre. Merci Laetitia, merci Inès, merci Alessandro, et merci à vous tous d'être venus au domaine, et merci aux organisateurs. Merci à tous.